Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. j'espère que vous nous entendez bien. Bon, on a des oui, donc c'est que ça doit marcher comme il faut. On va laisser gentiment les gens rentrer dans la salle. Oui, il est 58, on n'est pas en retard. Bravo à vous tous qui êtes parfaitement à l'heure, même avec 2 minutes d'avance. Franck me disait à l'instant qu'il était tout déstabilisé parce qu'il n'a pas l'habitude d'être à l'heure. Non, d'être en avance. Il est à l'heure, mais pas en avance. Donc, voilà, À l'heure du Sud, moi je suis. vous assistez en direct à Franck déstabilisé. Donc je vais me réancrer, comme on apprend à le faire en coaching. Si ce n'est que ça ne va pas être trop grave. Vous voyez, ça c'est un des éléments du style de la maison. On ne fait pas tellement de préliminaires et de palabres en amont, on discutaille pas le coup, nous. Quand la session commence, on la commence, quand elle se termine, on la termine. On est complètement dedans, pendant, mais avant et après, c'est pas commencé et après, c'est fini. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas assurer du service après-vente, mais ça veut dire que on n'est pas tellement là pour palabrer, on vient là pour échanger quelque chose de spécifique, on l'échange et après, voilà, on essaie de tenir nos engagements. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront peut-être un jour, nous feront l'honneur de rejoindre le club de coach, quand on intègre des nouveaux dans notre club, on ne les fait pas se présenter, contrairement à ce qui se passe partout ailleurs. Et souvent, on se dit, waouh, c'est un peu culotté. Et ce qui revient systématiquement dans les tours de table de fin, c'est ah, c'est vraiment incroyable, je me suis senti comme chez moi pendant toute la journée. Donc, effectivement, on n'est pas trop dans le avant et le après, mais je pense qu'on est plutôt pas mal dans le pendant. Voilà, je vois des gens qui nous disent bonjour, certains qu'on connaît, d'autres que nous ne connaissons pas, mais on accueille tous ces bonjours avec plaisir. Et je crois qu'on va pouvoir démarrer. Ding dong. Ok. Alors, on va partager quelques réflexions sur l'état du marché du coaching tel qu'il nous apparaît à nous. On n'a pas de statistiques scientifiques, on n'est pas une association, une fédération de coachs qui a financé des études avec d'interviews qualitatifs et quantitatifs. On vous donne l'avis, la perception très subjective de coachs seniors qui sont sur le marché depuis quelques années et qui partagent avec vous une intuition, comment dire, adossée à de l'expérience et confortée par un certain nombre de remarques que nous font nos collègues. On forme chaque année des tas de coachs, on en supervise, on en fait travailler, donc on n'est pas tout seul dans notre coin à vous faire part de ce qu'on voit depuis notre Velux. On vous dit quand même quelque chose qui est probablement assez fondé et sensé, mais vous êtes bien libre d'en penser ce que vous voulez. Oui, d'autant plus qu'on sait très bien en tant que coach qu'il peut y avoir des croyances limitantes dans lesquelles nous aussi nous tombons, même si on y fait bien attention. Et donc, forcément, vous le savez, ce qu'on croit être vrai devient forcément vrai. Parce que c'est ça qu'on observe. Alors, d'autant plus, pour être très franc, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. On est une école de formation au coaching très centrée sur le coaching d'équipe parce que c'est ce à quoi on croit. Alors, c'est parce qu'on y croit qu'on va vous dire ce qu'on vous dit, mais c'est aussi parce qu'on vous dit ce qu'on vous dit qu'on y croit. Voilà, donc quelle est la part de vérité? C'est à vous de la définir. On ne prétend pas du tout évangéliser les foules. On voudrait juste vous proposer un regard, une réflexion sur l'évolution du marché. Alors, la première chose qu'il faut savoir, la semaine, je ne sais plus, la dernière fois, on a fait une conférence, certains y étaient déjà, certains parmi vous, pour comment est-ce qu'on sort du lot quand on est coach individuel. Eh bien, il s'avère que même quand on est visible, lorsque les gens nous connaissent, le business du coaching est de toute façon assez compliqué. Le coaching est un métier subtil, abstrait, les gens ne comprennent pas bien ce que c'est. Bon, d'accord, mais ça, on sait déjà. Mais le marché du coaching n'est pas simple. Alors, on va voir que, selon nous, et c'est pour ça on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, on a un truc à vous dire, on vous le dit d'entrée de jeu, d'emblée, et puis on va l'étayer au fur et à mesure de notre présentation. Notre message principal, c'est que pour réussir dans le coaching,
de notre point de vue, et avec le recul, c'était moins nécessaire il y a 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui, ça paraît complètement une évidence. Il faut être un coach complet, c'est-à-dire qui dispose des deux facettes du coaching, le coaching individuel et le coaching d'équipe, et pas que l'un ou que l'autre, un peu à l'image de cette statue-là romaine d'un dieu qui s'appelait Janus et qui avait un double visage. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter la mythologie romaine que je ne connais pas, mais enfin, voilà, c'est une illustration de différentes, enfin, d'une situation qui est plus complexe qu'elle en a l'air, parce qu'elle a deux facettes. Eh bien, le coaching, finalement, c'est toujours du coaching systémique, même quand on coach un individu. Et donc, la grande porte, on le dira plus dans quelques instants, la grande porte du coaching systémique, c'est quand même le coaching d'équipe. Donc, je ne vois pas comment un coach individuel aujourd'hui pourrait dire ah, moi, je fais que l'individu. Alors, si, je vois très bien comment on peut le faire, hein. Personnellement, je préfère le coaching individuel au coaching d'équipe. Je trouve ça plus reposant, puis ça convient mieux à ma nature d'introverti, et je vais plus dans la profondeur de l'échange et dans l'intimité de la relation dans le coaching individuel. Donc, je vois parfaitement comment faire que l'un sans faire l'autre. En revanche, d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, si je devais amputer mon chiffre d'affaires de ce que je fais en coaching d'équipe, eh bien, il me resterait la moitié de mon chiffre. Voilà, et ce serait embêtant. Je ne suis pas tout à fait prêt à m'exonérer de ces revenus-là. Alors, le marché du coaching d'équipe est compliqué. Il est compliqué, on va voir que ce soit du point de vue du coaching individuel en entreprise, du coaching individuel des particuliers ou du coaching d'organisation, c'est-à-dire du coaching de grands systèmes, l'accompagnement de grandes démarches de transformation, c'est compliqué, on va expliquer pourquoi. En revanche, contrairement à ces complications-là, c'est pas le sens de notre proposition, c'est que le coaching d'équipe reste une issue extrêmement positive et très porteuse pour se développer en tant que coach. Développer ses compétences de coach, c'est bien dans le coaching d'équipe que ça peut se faire, et développer sa visibilité et son business, c'est bien le coaching d'équipe qui, selon nous, peut être une opportunité fantastique. Oui, alors c'est à moi et j'en profite pour vous dire que il y a deux choses que je devais vous dire dans l'introduction que j'ai oublié de vous dire. La première, c'est que vous êtes nombreux, vous êtes plus de 90, donc non, vous êtes 90. Donc on ne peut pas vous proposer de prendre la parole. En revanche, posez vos questions dans le chat. On est deux, Paul et moi. Et même si Paul est en train de manger, il y a quand même aussi ses mains qui sont libres. Et donc, il peut répondre aux messages dans le chat. La deuxième chose, c'est que la dernière fois, on est allé un petit peu vite sur une partie et pas mal d'entre vous nous ont posé des questions. Donc, on va revenir sur l'approche systémique qui fonde un peu notre modèle. Et donc, on y reviendra. Et cette fois-ci, on l'illustrera par des exemples de ce que le coaching d'équipe peut permettre de faire dans ces différents éléments du système équipe. Voilà. Alors, moi, je commence par vous parler du coaching individuel, que beaucoup d'entre vous probablement connaissent. Nous sommes, Paul et moi, des coachs individuels. Nous avons appris, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai appris le coaching individuel après avoir appris le coaching d'équipe. C'est comme ça, c'est le hasard de la vie. Il se trouve que je suis tombé dans les mains d'un cabinet, enfin, en l'occurrence d'une personne, Olivier de Villard, qui faisait beaucoup de coaching d'équipe, qui avait besoin d'intervenants. Donc, j'ai démarré, j'ai fait du coaching d'équipe et c'est uniquement après que j'ai commencé à me former au coaching individuel. Le coaching individuel, souvent la question que nous posent les gens qui envisagent de se former au coaching, c'est « Oh là là, je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Est-ce que le marché n'est pas saturé? Il y a beaucoup de coachs. » J'ai un retour, moi, dans l'oreillette. Je vais arrêter ça, d'ailleurs. Voilà, je vais reprendre. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'en fait, oui, on pourrait dire qu'il y a un marché qui est en train de se saturer, probablement, mais en même temps, c'est une offre qui est tellement segmentée, c'est-à-dire il y a tellement de coachs qui sont tout seuls dans leur coin, qu'il suffit que ça marche pour vous, pour qu'en fait, finalement, c'est un peu une loi du 0,1 et ce n'est pas une loi statistique du 0,42% de coachs qui se lancent réussissent. C'est un peu ce que disait Einstein, je crois, hein, quand il disait
que jusqu'au moment où le dé va tomber, la probabilité que chaque face sorte, c'est un sixième. Mais une fois que vous avez fait le 2, le 3, le 4 ou le 6, eh ben, c'est 100% de probabilité que ce soit le 2, le 4 ou le 6. Et ben là, c'est un peu pareil. En fait. Donc, on voit beaucoup de coachs qui marchent bien, on voit beaucoup de coachs qui ont beaucoup de mal à démarrer. Donc, est-ce que c'est parce que le marché est en saturation? C'est difficile de vraiment répondre à cette question. On a lu pas mal d'études récentes, hein, comme tout le monde. Hein. Il y en a qui sont très optimistes et il y en a qui sont plutôt pessimistes. Donc, on ne vous donne pas une réponse. Ce qui est sûr, c'est que sur le coaching individuel, et notamment on le voit bien en ce moment parce que le Covid a donné envie à beaucoup de gens qui avaient ça dans un coin de leur tête de réaliser enfin le projet qu'ils avaient envie de réaliser sur les dernières années de leur vie et de se lancer finalement, se faire plaisir en devenant coach. Ils ont bien raison. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut être attentif à ce que chacun puisse trouver sa place là-dedans. Voilà. Les autres raisons, on les avait déjà, je crois, un petit peu évoquées la dernière fois, mais c'est que les prescripteurs RH sont de plus en plus formés. J'en veux pour preuve, hein, comme vous savez lire, je ne vais pas lire ce qui est écrit là-dessus, une formation que nous animons avec Delphine Guillard, qui est une partenaire du cabinet Énergie, qui a une boîte qui s'appelle Équation RH. Tous les deux, on anime, elle et moi, une formation pour liaison sociale, hein, qui est très connue des gens des ressources humaines. Et cette formation, elle est là pour leur faire comprendre ce que c'est que le coaching et ce que ce n'est pas que le coaching. Et on leur apprend aussi à recruter et à acheter du coaching, à recruter des coachs et à acheter du coaching. Donc, ils sont de plus en plus et de mieux en mieux formés. Et ils sont de plus en plus la porte d'entrée quasi unique dans les entreprises si on veut faire du coaching individuel auprès d'un cadre dirigeant, d'un cadre ou d'un manager. Et là, je crois que je te repasse la main pour 2 exemples. Oui, j'ai le premier exemple d'une grosse région d'un grand groupe industriel français qui dispose de 500 cadres et agents de maîtrise. Et ce directeur de région croit beaucoup au coaching. Donc, il s'est dit, ben, moi, je vais former un maximum, coacher un maximum de monde et ça va faire du bien à ma région. Parce que je pose un diagnostic sur le fait qu'il y a tel et tel comportement collectif qui sont pas, on n'est pas assez centré client, on n'est pas assez réactif, on n'est pas assez ci, on est trop ça, etc. Donc, je vais coacher les gens à tour de bras. Et pendant 10 ans, chaque année, il en coachait un paquet. Il en faisait coacher un paquet. Voilà. Et il se trouve que ça n'a pas suffi à véritablement transformer la culture de son équipe. Il m'a fait la confidence que finalement, il avait coaché plein de gens, que tous étaient contents, mais que l'entreprise n'avait pas changé. Alors ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est celui qui est présenté sur ce slide. C'est que vous prenez cette grosse boîte. Donc, hein, ça, c'est très rare, un patron qui veut faire coacher une centaine de ses cadres. Mais la plupart, ils disposent, au meilleur des cas, de 500 cadres, dont 150 d'entre eux sont susceptibles de faire l'objet d'un coaching. Parmi eux, cette année, on va peut-être en coacher une dizaine ou une quinzaine. Or, comme ils ont référencé une dizaine de coachs, ça veut dire que chaque coach référencé va en coacher 1, 2 ou 3 managers. Moi, en supervision, j'ai une coach qui m'a dit « Ouais, mais je voudrais percer sur le marché des entreprises parce que finalement, il suffit de quelques gros clients, ensuite tu es tranquille. Tu es référencé à l'EDF et voilà, ça fait ton chiffre d'affaires. » Je lui ai dit « Mais non, ma grande. Tu es référencé quelque part, tu feras 2-3 coachings chez eux, éventuellement. » Donc, c'est tout un parcours où il faut faire la danse du ventre devant les RH qui ensuite vous sollicitent entre 2 ou 3 coachs pour être présenté donc à un client, un manager qui va choisir parmi les 2 ou 3. Et quand il aura choisi, eh bien, vous avez une chance sur 3 d'être sélectionné. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou... En fait, c'était ce que tu étais en train de commenter. Donc, du coup. Ah, d'accord. Pardon. Et donc, voilà. Vous voyez, il faut prendre un rendez-vous, ensuite il faut présenter un dossier de référencement, ensuite il faut être reçu par les RH, c'est tout un parcours du combattant finalement. Ensuite, vous êtes consulté, ensuite vous faites l'entretien exploratoire et à la fin, le bénéficiaire vous choisit ou vous choisit pas. Et auprès de tout ce parcours, vous avez une chance sur 3 d'être sollicité, d'être choisi comme coach. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du business dans les grands groupes, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas le pont d'or qu'on imagine en disant, une fois que je suis référencé, ça y est, il me mange dans la main et il m'en file 15 par an. Moi, 2 par mois me suffirait. 2 fois 12 égale 24 coachings, voilà, je suis content. Je fais 3-4 clients comme ça et je remplis mon année. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Et je dirais même que c'est de plus en plus vrai. Hein. Moi, j'ai des clients avec lesquels je travaille depuis plus de 15 ans. Il y a 15 ans,
j'étais quasiment leur seul coach. Aujourd'hui, en fonction des situations, et ils ont bien raison, ils font appel à un panel de coachs pour coacher leurs dirigeants et leurs managers, et ils vont chercher celui qui leur paraît le plus à même de répondre ou d'accompagner telle ou telle personne dans tel ou tel type de situation. Et ils sont bons. Ils sont bons parce qu'ils nous connaissent bien et qu'ils vont nous chercher sur nos talents. Voilà, ils disent tiens là, je ferais bien coacher telle personne par Paul, ou plutôt par Franck, ou plutôt par Ruth, ou plutôt par Thibaut, etc. Donc il y a vraiment de plus en plus cette connaissance fine de la part des RH de ce que c'est le coaching et de qui sont les coachs et des résultats qu'ils produisent. Voilà, alors là, c'est un exemple, Loïc est un mélange de plusieurs personnes avec qui nous travaillons, hein. Et comme il se trouve qu'il y a deux Loïc avec qui on travaille, qui surtout s'il y en a un des deux qui est connecté, qui n'imagine pas qu'on ait parlé de lui là, il ne s'y retrouvera pas de toute façon. Mais en tout cas, voilà ce que l'on pourrait constater de manière assez classique. C'est quelqu'un qui se décide à devenir coach plutôt sur sa dernière partie de carrière, parce qu'on nous a longtemps expliqué ce qui là aussi est de moins en moins vrai, qu'il fallait commencer à avoir du poivre et sel ou des cheveux blancs ou de la barbe blanche pour devenir coach. Et on voit des très bons coachs très jeunes aujourd'hui. Et nous avons dans notre équipe des coachs de plus en plus jeunes aussi qui nous rejoignent. Bon, mais on va prendre l'exemple de Loïc. Loïc, c'est plutôt un cinquantenaire qui se dit bah, moi, j'ai vraiment envie. C'est quelqu'un de bien, hein, c'est pas quelqu'un qui fait ça par dépit, c'est pas quelqu'un qui s'est fait lourder de l'entreprise, c'est quelqu'un qui fait ça par choix avec son beau sourire et sa bonne bouille. Il décide qu'il va y aller parce que vraiment, c'est ça qu'il a envie de faire. Il a envie de passer de l'autre côté de la barrière et il a envie d'accompagner les entreprises, les collaborateurs à se développer. Il a été formé, il est supervisé, comme dit Paul, il est tout comme il faut, il est psychothérapeute de partout. Il était déjà dans des fonctions commerciales, donc il sait ce que c'est qu'une démarche commerciale, il n'est pas du tout manchot, il connaît bien l'entreprise. Voilà, donc a priori, il a plein de qualités, ce gars-là, pour réussir. En revanche, il n'est pas vraiment compétent en coaching d'organisation et on y reviendra sur le coaching d'organisation parce que, puis notamment, il manque de maturité parce qu'il est très marqué par les entreprises dans lesquelles il est passé. Il est crédible sur ce secteur-là et un peu moins sur d'autres secteurs. Voilà. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce gars-là qui gagnait entre 90 et 120, alors on va faire simple, on va dire qu'il gagnait 100 000 euros par an dans son job précédent, eh ben, au bout d'un an, au bout de 2 ans, parce que la première année, il se forme, il se rend compte qu'il arrive à gagner que 40 de chiffre d'affaires. Et donc, on sait bien que quand on fait 40 de chiffre d'affaires, on est loin de faire 40 de rémunération. Donc, ça veut dire que pour rétablir sa rémunération d'avant, il faudrait qu'il fasse entre 150 et 180, voire 200 KE de chiffre d'affaires par an, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, évidemment, il est fort probable que Loïc, en ayant fait ce choix, a décidé qu'il allait prendre du temps pour lui, qu'il allait moins bosser, qu'il allait profiter de la vie, qu'il allait travailler son développement personnel, qu'il allait peut-être faire de la spiritualité, qu'il allait se poser des questions un peu métaphysiques. Tout ça a fait qu'il est prêt à gagner moins aujourd'hui, Loïc, que ce qu'il gagnait avant. Mais en revanche, il a quand même, comme tout le monde, des factures à payer, un loyer, un remboursement de crédit, des enfants qui n'ont peut-être pas terminé les études, etc. Donc, la question qu'il risque de se poser au bout de 2 ans, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je reprends un job en entreprise? Et 2 ans, d'ailleurs, c'est le moment un peu délicat parce que c'est celui où vous pouvez encore reprendre un job en entreprise. Au bout de 4-5 ans, vous êtes un peu connoté coach, puis là, les cheveux blancs, ils sont devenus carrément tout blancs. Là, hein. Donc, puis de toute façon, dans ces cas-là, c'est que ça a marché et il faut continuer absolument. Voilà. Et vous voyez, son chiffre d'affaires, alors il le fait avec un petit peu de coaching individuel, il le fait avec un peu de formation finalement, il le fait avec des briques de choses qui font qu'en plus, il se défocalise et il est un peu partout, il prend les missions comme elles viennent. Et c'est pas ça qui va l'aider à vraiment percuter et à vraiment réussir. Donc ça, c'est un cas typique de personnes que l'on connaît, qui se reconvertissent au coaching individuel et qui ont du mal à trouver leur business model. Alors, il y a également le coaching des particuliers qui peut être une ressource. Mais aujourd'hui, pour les coachs qui travaillent en entreprise, ça reste un appoint de l'argent de poche, mais on sait qu'il n'y a pas véritablement un gros débouché, à moins de changer d'orientation et devenir quelqu'un qui vend des programmes de coaching en ligne qui ont plus grand-chose à voir avec le coaching, parce que c'est à moitié de la formation, à moitié du mentoring, à moitié des conférences, avec le groupe Facebook qui va bien, etc. Bon, alors, si on reste vraiment sur le coaching et qu'on veut faire du coaching des particuliers, ben on sait bien que ça, on n'en vend pas suffisamment cher pour en vivre correctement. Et puis surtout, enfin, pour moi, c'est surtout ça,
c'est qu'on attire à soi, absolument sans filtre, toutes sortes de patients qui ne sont pas des clients, qui sont des patients, des gens qui devraient consulter plutôt des psys et dont les problématiques ne relèvent pas forcément du coaching. Alors vous me direz, en entreprise, c'est bien pareil. Eh bien non, parce que l'entreprise représente un filtre. Les gens qui sont gravement atteints, eh ben, ils sont en burn-out, ou ils ne sont pas recrutés, ou ils sont pas dans l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des paranoïaques ou des narcissiques ou des pervers en entreprise, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des gens qui travaillent en entreprise, qui ont un boulot comme vous et moi, ils sont relativement sains, SAINS. Et par contre, vous avez des gens qui sont, c'est pas méchant de ma part de le dire, mais qui sont à la ramasse, qui sont en grande difficulté dans la vie, difficulté d'exister en fait, et qui viennent au coaching comme attirés, comme un papillon de nuit attiré par la lumière, parce que c'est plus chouette que d'aller chez le psy. D'ailleurs, ils ont des fois fait le tour de tous les psys, donc ils espèrent que le coach va être miracle. Mais non, c'est pas le cas. Voilà. Alors, si vous avez la vocation d'accompagner des gens pour pas cher et dans toutes sortes de thématiques qui ne relèvent pas de vos compétences, alors le marché du coaching individuel des particuliers vous est ouvert. Mais si vous êtes un peu professionnel, vous avez une conscience pour vous, et que vous ne voulez pas laisser croire à des gens que vous êtes formé pour les traiter parce que vous n'êtes pas psychothérapeute, ben dans ce cas-là, vous dites que le coaching individuel des particuliers, ça peut se faire, mais au compte-gouttes. Ce n'est pas vendu assez cher pour en vivre et vous n'en vendrez pas assez de vrai coaching vraiment centré dans des thématiques de coaching pour pouvoir en vivre. Alors, il y a des exceptions quand même. Il y a des gens qui font ça et qui s'en sortent très bien. Mais mon impression à moi, en tout cas, c'est que ce n'est pas la majorité. Alors, des exemples qui vont dans tous azimuts. Moi, je ne me suis jamais spécialisé en coaching. Je le regrette parce que j'aurais réussi beaucoup mieux, mais j'avais la croyance que non, il fallait rester. Et puis moi, j'avais un appétit de dingue. J'avais envie de tout connaître, de tout comprendre, de tout savoir, de goûter à tout. Donc, je ne regrette pas de ce point de vue-là. Mais quand j'ai fait du coaching des particuliers, j'en fais toujours un peu, mais j'en ai eu de tous ordres. Celui qui veut récupérer sa copine, celui qui veut ressentir de l'amour dans son cœur, celui qui voudrait récupérer la garde de son fils, celle qui est fatiguée, celle qui n'en peut plus, celle qui appelle à l'aide, celui qui est suicidaire, celui qui procrastine et qui ne met pas en œuvre les décisions qu'il va prendre dans son coaching et qui, au bout de 3 séances, vous dire je ne comprends pas, j'avance pas. Il dit tu n'avances pas, mais tu ne mets pas en œuvre ce que tu dis, donc comment veux-tu faire? Ah ben oui, ben c'est ça mon problème. Et voilà, ben, comment on fait pour faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas envie de faire? À un moment donné, ça relève plus du coaching, ça relève de la psychothérapie. Faut reconnaître nos limites, il faut être humble. On n'est pas l'homme orchestre quand on fait du coaching. Voilà. On peut aider quelqu'un qui a du mal à se concentrer, qui a de la charge mentale, etc. On peut aider quelqu'un qui procrastine, mais on peut peut-être pas aider tous ces gens-là qui viennent vous chercher par tous les bouts à la fois, par tous les côtés à la fois, et vous prétendent expert de tout ça. C'est pas crédible. Et effectivement, vous ne serez pas bon partout. C'est ce qui m'est arrivé. Ça fait 25 ans que je fais ce boulot, j'ai fait pas mal de conneries, dont celle-ci, celle de ne pas me spécialiser et celle d'accueillir tout le monde. Et donc, des fois, de ne pas être très bon sur des thématiques où j'étais pas excellent. Voilà. Alors, un petit peu à l'autre bout de l'échelle, vous avez le coaching d'organisation. Alors, le coaching d'organisation, il se trouve que Paul et moi, on s'est un peu connus par ce biais-là. On s'est connus sur des grosses missions, des missions de coaching d'organisation, réellement dans un cabinet, celui dont je parlais. On travaillait avec Olivier de Villard et lui, à l'époque, il faisait pas mal de missions comme ça. Donc, je vais vous en parler plutôt au départ de manière positive parce que quand vous chopez une mission de coaching d'organisation, c'est des énormes budgets, c'est des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros qui s'étalent en général sur plusieurs années. Et donc, forcément, c'est sympa quand on a attrapé. Et même dans le cas où on arrive à en faire, c'est pas toujours simple à gérer parce que, et c'est ce que j'ai bien connu à l'époque avec Olivier, c'est que c'est très compliqué de gérer les ressources. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait 2 gros dossiers qui venaient de tomber, un chez Nature et Découverte et un chez Auchan. Il a fallu beaucoup de monde pour traiter ces 2 dossiers, qui a donc une suractivité du cabinet pendant 2 ans, et puis après, pouf, il n'y en avait plus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là? Et c'est assez compliqué à gérer. Et nous, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est le haut du pavé. Et surtout, ce qu'on pense, c'est qu'il faut avoir une très forte notoriété. Vous allez être en concurrence sur ces dossiers avec des gens qui sont habitués, qui sont des grands cabinets et qui savent faire, qui savent répondre, qui ont toute la structure pour répondre aussi sur les dossiers solides. Ils vont envoyer 200 slides. Et vous, pour produire 200 slides, vous allez y passer 200 heures.
Ils ont l'habitude, ils ont des gens qui sont dédiés à ça. Ils savent répondre aussi à des appels d'offres. Ils savent chiffrer, ce qui n'est pas toujours simple à faire. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a un aspect aussi de cycle de vente qui est assez long, qui fait que quand on est dans une grosse boîte, on peut se permettre d'avoir des cycles de vente assez longs parce qu'on a des affaires qui permettent de vivre, mais nous, on ne peut pas tellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais il faut y aller de manière, pour nous, assez opportuniste. C'est-à-dire qu'il faut y aller quand vous avez un point d'entrée très précis dans une entreprise. Vous connaissez l'un des dirigeants d'entreprise. Ça nous est arrivé chez Atalian, par exemple, on connaissait le gars qui est devenu, on a coaché le gars qui est devenu PDG de la boîte. Bon, bah, forcément, à un moment donné, quand il cherche des partenaires, même si vous n'êtes pas identifié comme un cabinet de coaching d'orga, il vient faire un tour chez vous et il regarde comment vous pouvez aider éventuellement le cabinet de conseil parce qu'il sait que l'approche coaching elle va vraiment apporter un plus. Voilà. Vous le faites parce que vous connaissez le TRH de la boîte, vous le faites parce que vous connaissez, c'est le cas à la BNP aujourd'hui, on a quelques contacts assez haut placés et c'est des gens qui viennent nous chercher, mais d'ailleurs, ils viennent nous chercher. Hein, ce n'est pas nous qui allons les démarcher quand ils ont un projet complexe sur lequel ils veulent qu'on les accompagne. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on a la capacité, avec Paul, d'aligner une équipe. On est 20-25 à peu près hein, dans le réseau énergie. Et donc, on peut aligner une équipe assez rapidement. Mais moi, je n'irai pas aujourd'hui perdre du temps à aller faire ce type de vente complexe qui prennent beaucoup de temps avec un pourcentage de réussite qui est assez faible. Par contre, si on vient nous chercher, évidemment, on va le faire. Donc, vous voyez, il y a vraiment à l'autre bout de l'échelle, il existe ça, le coaching d'organisation, mais qui est quand même assez complexe et difficile à cerner. Il faut dire, Franck, aussi pour compléter, que le coaching d'organisation, c'est soit pas du coaching et c'est du conseil en stratégie, conseil en orga. Bon, bah, a priori, ce n'est pas votre métier, en tout cas, ce n'est pas votre vocation si vous êtes intéressé par le coaching. Sinon, ça demande de la capacité à coacher individuellement des dirigeants, à coacher une équipe de direction, donc il faut être un coach complet, et ensuite l'expérience de la direction générale de grands groupes pour pouvoir être crédible et bien comprendre leurs problématiques et leur parler leur langage. Il faut être passé soit par les mêmes écoles qu'eux, soit avoir suffisamment de confiance ontologique et de puissance personnelle pour faire face à ces gens qui sont parmi les plus puissants de la société, puisque c'est eux qui dirigent les autres. Voilà, ils ont des caractères forts, ils sont des fois caractériels, comme on dit, il ne faut pas se laisser démonter, c'est difficile. Et il n'y en a pas un, il y en a 50 avec lesquels vous êtes en interaction. Et s'il y en a un qui vous prend en grippe, eh ben, c'est toute la mission qui capote. Donc c'est complexe, c'est subtil, c'est délicat. Voilà. Alors, pour nous, la grande porte pour entrer dans le coaching, c'est clairement le coaching d'équipe. On va s'en expliquer. On va s'en expliquer. Oui. Je vais aller très vite là-dessus parce que je voudrais qu'on garde du temps pour la partie qui avait déjà été trop vite la dernière fois et on est en train de refaire un petit peu le même truc. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme l'image. D'un côté, il y a l'univers hein, et puis dans l'infiniment petit, il y a les atomes. Et en fait, entre ces deux, cet infiniment petit, cet infiniment grand, dans l'image, il pourrait y avoir l'humanité qui pourrait être un système. Et en fait, c'est un peu la même chose. Entre l'organisation et l'individu, il existe l'équipe. Et donc, l'effet de levier nous paraît très puissant sur l'équipe parce qu'il est accessible, en fait. Il n'est ni trop petit ni trop grand. Voilà. Moi, ce que je te propose, ça serait qu'on aille très vite sur... voilà, donc du coup, ça permet d'avoir un vrai impact. Que l'on mesure dans le sens où, et c'est ce que je veux montrer sur ce slide, la visibilité est forte puisque si vous coachez pendant une centaine d'heures une personne, alors que vous coachez pendant une dizaine d'heures 10 personnes, ça fait le même volume de coaching, mais ça fait beaucoup plus d'impact sur le système. Vous êtes beaucoup plus visible, vous avez un panier moyen qui est plus élevé, vous avez une viralité qui est plus forte parce que quand vous réussissez un coaching d'équipe, il y a plusieurs personnes qui vont parler de vous en bien à d'autres personnes. Donc, vous avez un effet de viralité qui est plus fort. Et je crois qu'on l'avait déjà dit, finalement, c'est un peu l'océan bleu. Il y a peu de vrais professionnels encore aujourd'hui dans la systémie. Et donc, du coup, ce marché étant en train de s'ouvrir, eh ben, il y a de l'avenir pour les coachs qui se forment sérieusement de coaching d'équipe. Alors là, je m'excuse par avance auprès de vous. On va reprendre certains des slides de la dernière fois. Franck vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas notre style. Nous, on aime bien inventer des choses nouvelles. On aime bien on n'aime pas redire les choses. On aime bien dire des choses différentes à chaque fois. Et là, on va faire une exception parce que après notre exposé de la dernière fois, plusieurs nous ont dit c'est dommage, vous avez été vite, c'était passionnant. On aurait bien voulu que vous alliez un peu plus longtemps, qu'on ait le temps de peut-être
de poser des questions, etc. Donc, on va être attentif cette fois-ci si vous en avez. La première chose, c'est qu'on voit cette gargouille-là qui serait une sorte de… Ça voudrait symboliser un mythe urbain, c'est-à-dire une légende qui n'a pas vraiment d'existence vraie, c'est que pour devenir coach d'équipe, il faudrait d'abord être coach individuel. Pour nous, c'est une hérésie totale. C'est une imbécilité même, au sens pas méchant, mais de gens qui ne connaissent pas le coaching d'équipe. Et en fait, ça vient de l'histoire du coaching, qui était d'abord d'abord des coachs sportifs. Bon, et puis ensuite, c'est les psys qui ont pris le relais. Et ce sont les psys et les consultants qui ont amené le coaching en entreprise. Et les consultants avaient été formés par les psys, et les psys, eux, ils forment essentiellement des individus. Donc, ils ont raconté cette histoire que le coaching d'équipe, ça les dépassait un peu, donc il fallait d'abord être coach individuel. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation, c'est ma lecture. Je ne veux offenser personne en disant ça, mais pour moi, c'est exactement l'inverse. Si on doit apprendre le coaching individuel, il faut passer par le coaching d'équipe. C'est ça qui va vous donner la vélocité dans le regard systémique et dans l'aptitude à tenir bon à toutes les situations et à faire face à la multiplicité des demandes. C'est vraiment l'entraînement par excellence. D'où cette image que le coaching serait la grande porte, le coaching d'équipe, la grande porte du coaching. Alors là, donc, quelques apports sur la systémie, parce que c'est important de bien comprendre comment ça marche l'énergie. C'est tout bête, hein. Voici ce type qui arrose son jardin. Il y a donc un pistolet pour viser la plante. Il y a un tuyau pour conduire, pour canaliser l'énergie. Et puis il y a un robinet à l'arrivée d'eau pour mobiliser l'énergie, comme on dit, Ah, ouvrir. focaliser. Oui, non, je parlais du robinet à l'origine, pour Ah, mobiliser pardon, l'énergie. excuse-moi. Voilà. Et donc, il y a ces trois choses-là. Ces trois choses-là, on le voit très, très bien dans le coaching d'équipe. On le voit des fois moins bien dans le coaching individuel. Et donc, on vous fait ce petit cadeau, entre guillemets, de vous dire, si vous êtes coach individuel, repérez bien ces trois choses-là. C'est tout simple, mais c'est très important. C'est pas les mêmes commandes. Vous avez des fois des clients dont le besoin consiste juste à focaliser. D'autres, c'est juste à mobiliser. D'autres, c'est juste à canaliser. D'autres, c'est 2D3. D'autres, c'est 3D3. Ben, ce n'est pas inutile de voir qu'il y a trois leviers, finalement, sur lesquels on peut agir quand on veut déclencher de l'énergie dans un groupe. Alors, une équipe, c'est quoi? Ben, c'est plusieurs sous-systèmes qui sont en interaction avec les autres. C'est en ça que c'est complexe. Mais exactement comme un individu, si vous voulez, un individu, c'est un système de pensée, c'est qui interagissent les unes avec les autres. C'est un système d'émotions, c'est un système énergétique, c'est la structure, la cuirasse caractérielle de la personne, comment tel muscle, telle ossature lui donne un terrain propice à tel médicament, à tel mot, à telle maladie, parce qu'il a tel type d'alimentation, tel type de compensation psychologique. Et voilà, un individu, c'est un système dans lequel interagit son système osseux, son système musculaire, son système sanguin, son système digestif, son système d'alimentation, etc., etc. Et le voir très clairement, ça donne des clés de puissance pour le coaching individuel. Là où on apprend à voir les systèmes, c'est dans le coaching d'équipe. Alors là, on va regarder quels sont les sous-systèmes d'un système équipe. D'abord, une équipe, c'est l'interaction de compétences qui sont agrégées entre elles, combinées entre elles, pour dire on est l'équipe des contrôleurs de gestion, on est l'équipe des commerciaux. En gros, c'est nous qu'on a fait une école de commerce ou c'est nous qu'on a fait un DECS ou je ne sais pas quoi en comptabilité. On est capable, quand on parle bien français comme moi, eh bien, c'est nous qu'on est capable d'être les contrôleurs de gestion. Voilà. Alors, Et si je peux me permettre d'illustrer, en fait, pour rebondir sur ton exemple, hein, ça fonctionne effectivement comme ça dans notre corps, et donc c'est quand même pas mal de savoir quelle est la place et la contribution du foie, de la rate, du rein, du système nerveux, etc. Parce que plus on a cette compréhension de la contribution de chacun des éléments ou des sous-systèmes à l'intérieur du système, et plus on peut les mobiliser de manière efficace. Et là, récemment, on a démarré avec Paul une mission intéressante avec des gens d'un très bon niveau, un CODIR, grosse société française. Et on commence par des choses aussi simples que ça. Et c'est celles qui les ont le plus marquées dans la première session qu'on a fait. C'est qu'on a vraiment pris le temps que chacun puisse exprimer en quoi il pense pouvoir contribuer au nouveau système qui était en train de se mettre en place. Et souvent, cette chose-là, évidemment, on l'a décrit sur la feuille de papier, tout le monde savait ce qu'il avait à faire, hein, l'organigramme, il existait, vous en doutez bien, mais de manière assez fine, assez sensible, de manière un petit peu émotionnelle, ce travail-là n'avait pas été fait. Et ça, c'est un des apports assez majeurs qu'on peut apporter dans le coaching d'équipe.
C'est très juste ce que tu dis, Franck. C'est vrai aussi pour la raison d'être, par exemple. Tous les grands groupes de CAC 40, tous les CODIR ont travaillé avec des consultants à la raison d'être. Et si vous dites, ben, je vous propose qu'on revoie la... Ah non, non, on l'a déjà fait il y a 2 ans. On va pas perdre du temps à pas refaire le truc. Alors évidemment, ils ont des slides bien carrés, bien propres, bien beaux, sauf que personne n'y croit. Personne n'y adhère. Parce que c'est un truc qui n'est pas émotionnel. Ce qui nous intéresse, c'est la raison d'être émotionnelle, la raison d'être vibratoire. C'est ça qui va déclencher l'énergie. Parce que le truc, un télo dans lequel on a marqué la vision, la stratégie, le truc et son train, et que finalement, tout le monde le sait par cœur, mais personne s'y réfère au quotidien dans son cœur, c'est pas ça qui sert à arbitrer les priorités. C'est ça qui sert à dire à son patron, on a fait la raison d'être, c'est bon, tu peux nous filer le coup de tampon, voilà, on est des bons, hein, voilà, merci, au revoir. Et après ça, on peut faire la vie comme as usual. On s'occupe pas de ce qu'on a dit là-dedans. Bah, ça c'est pas bon. Le coaching d'équipe va vous permettre de sentir, surtout si vous avez cette lecture de l'énergie, vous allez sentir si les gens sont vraiment embarqués, engagés émotionnellement avec leur trip dans ce qu'ils ont sorti intellectuellement. Alors, l'équipe, c'est également des sous-systèmes. Vous voyez que les petites boules vertes là, qui représentent les personnes ou les compétences, elles sont assorties de petits vecteurs de toutes les couleurs. Bon, parce qu'il y en a un qui est dans un comité de direction, ils n'ont pas les mêmes métiers, donc on va dire qu'il y a des compétences diverses. Mais des fois, si vous regardez en bas et à gauche, il y en a un qui a une petite flèche rouge qui va carrément dans l'autre sens, parce qu'il a une motivation qui n'est pas alignée avec celle des autres. Alors il a une motivation jaune qui va à peu près dans le même sens, par contre la rouge, elle est carrément en bas de l'autre côté. Et là, on va avoir du tirage. Donc il faut faire converger les motivations individuelles. On ne peut pas faire changer les gens de motivation, mais on peut leur faire partager leur représentation sur leur motivation, accueillir les motivations des autres dans ce qu'elles ont de différent et faire de ces différences une richesse. Au lieu de faire comme si on ne l'avait pas vu, ou de faire en sorte de vouloir ramener toutes les brebis dans le troupeau en ne voyant qu'une seule tête. Mais là, on uniformise au lieu de unifier. Uniformiser, c'est avoir une seule forme. Unifier, c'est avoir un même fond, un même esprit, avec toute la variété des formes possibles. C'est ça la richesse, c'est la diversité. Le monde, dans une forêt, il n'y a pas qu'un seul type d'arbre. Dans le monde, il n'y a pas qu'un seul type de paysage. C'est pour ça que la planète bleue est magnifique. Parce que vous avez des falaises, des rochers, la mer, l'océan, la montagne, la campagne, les grottes, les déserts, etc. Tout est beau. La montagne, la neige, la pluie, le beau temps, c'est tout ça qui fait la vie. C'est pas juste une seule sorte d'individus formés dans les mêmes écoles et formatés comme des apparatchiks de siège dont tous les comportements sont prévisibles et leurs erreurs en particulier. Bon, alors donc le travail du coach d'équipe, c'est de repérer et de faire en sorte que les équipiers puissent exposer leurs différences en sécurité et qu'ils aillent chercher loin, parce que c'est pas évident de dire ce qui nous motive. La petite boule verte, là, est-ce qu'elle le sait qu'elle a une flèche rouge qui va dans l'autre sens? C'est même pas sûr. Mais c'est à l'occasion du coaching d'équipe, quand en plus vous avez des dimensions de coaching individuel, que vous allez pouvoir faire en sorte que les gens se déboutonnent et disent ce qu'ils ont sur le cœur, dont ils ne sont pas toujours conscients eux-mêmes. C'est à l'occasion de la réflexion de groupe, avec la puissance du groupe mise à leur disposition, qu'ils vont trouver des choses en eux que jamais ils auraient trouvées en coaching individuel. Je me suis donné comme mission d'illustrer ce point. Si je voulais illustrer, c'est un souvenir très très marquant d'un séminaire où un patron d'équipe me dit j'arrive pas à mobiliser, j'ai des bonnes personnes, chacun sait comment il doit contribuer, donc j'ai mes bons sous-systèmes, et pour autant je sens bien qu'il y a un truc. Alors je lui dis est-ce que ça ne serait pas quelque part du côté de la vision? Ah, il me dit non, 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 la vision c'est très clair, on l'a bien défini, on est tous d'accord. On démarre le séminaire, et puis on avait prévu, je ne sais plus quoi d'ailleurs. À un moment donné, moi, cette histoire me revient en tête, et je me dis, ils ont un putain de problème, excusez-moi. Ils ont un fichu problème de vision. Et je lui reparle à une pause. Je lui dis, je crois qu'ils ne sont pas alignés sur la même vision. Vous n'êtes pas tous alignés sur la même vision. Et il me dit, mais si, 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 je t'assure. Et d'ailleurs, à tel point que je lui dis, écoute, je voudrais prendre le temps qu'on fasse un petit atelier pour vérifier ça. Je pars aux toilettes. Quand je reviens, il avait déjà fait le tour de table pour s'assurer que tout le monde allait bien dire la même chose. Sauf que nous, on ne nous la raconte pas et que quand on fait émerger les motivations individuelles, effectivement, la vision, elle était claire. Mais la façon dont chacun se projetait dans cette vision, elle était comme les flèches de Paul. Ça allait dans tous les sens. Et le problème, il était là. Il n'était pas ailleurs. Il n'était ni sur le fait que les gens n'avaient pas envie d'y aller, ni sur le fait que la vision n'était pas claire, mais sur la manière dont chacun se représentait cette vision. Et ça aussi, c'est quelque chose que les équipes, malheureusement, oublient de faire. Et vous avez plein de patrons qui sont persuadés que parce qu'ils ont écrit 20 slides sur la stratégie de l'entreprise, eh ben, ils ont fait le taf, quoi. Ça y est, la vision, elle est portée partout dans l'entreprise. Ah non.
elle n'est pas portée du tout, elle n'est pas incarnée. Alors, il y a également le maillot, là, ça voudrait représenter ainsi que le cercle qui entoure les petits ronds verts. Donc, les personnes, c'est ce qui est le plus important dans l'équipe, c'est les êtres humains qui la composent. Et ces êtres humains, ils doivent s'identifier à une enveloppe d'appartenance. Ils doivent avoir le sentiment, donc c'est très subjectif, de porter le même maillot. On peut être le codir de l'usine sans porter le même maillot. Et c'est impalpable, c'est impondérable, mais c'est extrêmement puissant quand vous sentez l'esprit d'équipe, quand vous sentez le, la solidarité entre les personnes parce qu'elles estiment qu'on ne touche pas à un membre de mon équipe. Et moi, je suis en confiance parce que quoi qu'il arrive, je sais que je serai protégé par les membres de mon équipe. S'il m'arrive un problème, si je suis contesté par un de mes N-1 ou si je suis chahuté par le groupe, toute mon équipe est autour de moi pour faire bloc. Évidemment, ça change la vie. Hein. Et ça, c'est beaucoup de subtilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de finesse pour arriver à ce que les gens se disent ces choses-là et transpirent de ces émotions-là. Tonton Franck, une histoire? Oui, il y en a une. Vas-y. L'histoire d'un totem, c'est tout bête ce truc, mais quand on parle du maillot, dans lequel l'équipe va transpirer, on a un exercice que nous aimons beaucoup avec Paul, qui est de faire construire un totem. Alors, c'est tout bête, hein, et à la limite, c'est même puéril. Donc nous, on n'aime pas trop d'ailleurs s'enfoncer dans des jeux qui donneraient l'impression que on amuse la galerie alors qu'on est en train de vraiment bosser. Mais quand vraiment on fait un totem sur les valeurs de l'équipe, un totem sur ce qui est important, sur comment l'équipe va réussir, sur comment le totem va protéger l'équipe et va l'aider, eh ben, moi j'ai vu des équipes qui y allaient vraiment en traînant des pieds et puis qui quelques années après étaient tout embêtées parce que le totem n'arrivait pas à déménager et je pense à une équipe en particulier. Voilà. Donc c'est important aussi, tout à l'heure tu as utilisé, Paul, un mot qui est vraiment, vraiment pour moi central dans le coaching d'équipe, c'est le mot de vibrer. Il faut absolument que ça vibre. Et pour que ça vibre, effectivement, il faut presque transpirer ensemble. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans le coaching d'équipe. Merci. À toi, mon Paul. Donc voilà, dans la bulle, dans l'enveloppe d'appartenance de l'équipe, on doit avoir beaucoup d'interactions entre les équipiers. Ça doit être, c'est représenté par les petites flèches. Et vous voyez qu'il y a des équipiers qui n'ont pas d'interaction entre eux. On sait que la force d'un collier, sa force de résistance va dépendre de la force de résistance des maillons les plus faibles. Eh bien, là, ça va dépendre des interactions les plus faibles. Là où A et B ne sont pas en relation, quand il y aura de la pression dans les tuyaux, c'est dans l'interaction entre A et B que ça va craquer. Donc, on doit aussi travailler le lien de cohésion, d'interaction 2 à 2. Bien sûr, la dynamique d'équipe n'est pas la somme des interactions 2 à 2, mais ça joue quand même. C'est quand même la brique de base des interactions 2 à 2. Donc, il faut veiller à ce que les gens interagissent, communiquent, s'estiment, se respectent, s'apprécient 2 à 2. Il faut passer du temps dans les coachings d'équipe à faire cet aspect qu'on qualifie de team building, et qui est presque un peu vu de haut par les pros du coaching d'équipe qui disent non, mais ça, c'est de la guitare, le team building. Moi, je ne fais pas du team building, moi, monsieur, je fais du coaching d'équipe. Ouais, enfin, le team building, c'est quand même la base, c'est les fondamentaux, et on ne peut pas empêcher que les gens aient besoin de se connaître et de s'apprécier. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'une fois qu'ils ont donc leurs motivations individuelles qui sont alignées, qu'ils s'entendent bien et qu'ils ont envie de travailler ensemble, il faut canaliser. Vous vous rappelez le bonhomme qui a arrosé ses plantes avec son tuyau? Donc jusque-là, on a ouvert le robinet d'énergie. Maintenant, il va falloir canaliser l'énergie. Alors pour ça, il y a la structure, il y a l'organisation, il y a les plans, il y a les règles, il y a les process, et c'est pas funky. C'est pas très fun de travailler là-dessus. Et les équipes qui vous font confiance, elles en ont besoin. Et celles qui en ont le plus besoin sont celles qui n'ont pas du tout envie de bosser là-dessus. Et donc, il faut pouvoir tenir bon en disant, ben oui, vous n'avez pas envie, mais c'est pour ça que votre tuyau, il fuit de partout, il y a des trous partout. Donc, vous avez peu de pression au bout du tuyau, parce que malgré que vous avez bien ouvert le robinet, ben parce qu'il y a des trous dans votre truc. Et la structure n'est pas alignée, vous ne respectez pas vos plans, vous manquez de process, et puis vous avez des règles trop compliquées. Et donc, je vous propose qu'on travaille là-dessus quand même si ça ne vous amuse pas. Et alors là j'ai l'air d'être un conseilleur, mais c'est une façon de parler. Vous posez des questions au client qui se rend compte effectivement qu'il a des lacunes et qu'il a besoin de travailler là-dessus. Faites pas travailler des clients là où ils n'ont pas envie de travailler, bien entendu, ça se fait pas, ça. On n'y arrive pas.
Mais on peut avoir suffisamment d'autorité naturelle et de charisme quand on montre les choses aux gens et ils comprennent bien quand vous leur montrez la fuite dans le tuyau, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne la voient pas. Et surtout, ils n'ont plus envie de dire qu'ils ne la voient pas, parce qu'ils la voient, ils voient combien d'énergie est perdue à cet endroit-là. Voilà. J'ai pas d'histoire à raconter, c'est juste qu'il nous reste 4 minutes. Donc, Ah oui, en effet. j'en profite pour vous dire qu'il y a pas mal de questions, j'essaye d'y répondre, hein. On vous propose de prendre rendez-vous avec nous, comme je sais que certains vont devoir couper à 45. Vous avez un bouton en haut qui permet d'y accéder directement, et puis vous avez le lien qui apparaît en haut du chat et que j'ai remis, voilà, que Paul vient de remettre. Parfait. Je te laisse passer sur le slide suivant. Où là, j'ai une histoire à raconter. Voilà. Alors après ça, donc, une fois qu'on a ouvert le robinet, qu'on a mis le bon tuyau, qu'on a bouché les trous et on fait les bons raccords, eh bien, il faut encore viser avec le pistolet sur la bonne cible. Donc là, il y a un travail à faire sur la vision, donc le sens. C'est comment on sera dans 5 ans quand on sera hyper fier de nous. C'est quoi le projet de notre équipe? C'est quoi les valeurs que nous portons? Quel est le plan stratégique et les feuilles de route qui en découlent? Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer la réussite? Et quels sont les indicateurs qui permettent de rectifier au fur et à mesure si on voit qu'il y a des écarts? Quel reporting on met en place pour pouvoir mesurer ces indicateurs? Et surtout, comment est-ce qu'on célèbre les réussites? Parce que même s'il n'y a pas que des réussites, il faut absolument célébrer les plus petits progrès pour être dans une dynamique vertueuse et positive. Et mon histoire. Ah oui, ton Voilà. histoire, une histoire, Franck. Non, ce que je voulais dire, c'est que là c'est vraiment des projets qui sont à la limite, effectivement, quelqu'un dit, ça ressemble à du coaching d'organisation. Oui, ça peut arriver, on peut en arriver là. La grosse différence, c'est que nous, on n'apporte pas de conseils techniques, on accompagne le processus. Et donc, effectivement, vous pouvez très bien identifier qu'il y a une fuite dans le tuyau et vous allez travailler sur comment est-ce que l'équipe elle-même va se saisir de ce sujet-là et va boucher la fuite, trouver la rustine, etc. Et ce qu'on fait, c'est que par contre, on apporte ce regard externe qui fait qu'à un moment donné, on ne voit plus parce qu'on est dans l'équipe et qu'on ne voit plus rien et qu'on ne voit même plus la fuite d'eau. Nous, on va la voir. Nous, on va faire miroir, on va poser les bonnes questions, on va décadrer, on va avoir cette impertinence du coach d'équipe qui va permettre à l'équipe de prendre conscience qu'il y a une fuite. Voilà. Alors, l'exemple, c'est des exemples où on part des valeurs de l'entreprise et où on décline ça jusqu'à amener à des feuilles de route et et éventuellement même à des formations. C'est-à-dire que quand vous avez bien fait le boulot, vous êtes parti par exemple d'une plateforme de marque, d'une vision d'entreprise, vous travaillez sur les valeurs, vous travaillez sur les comportements managériaux, et ensuite, il ne reste plus qu'à vendre la formation. Et si pour peu que vous ne soyez pas mauvais en formation, vous allez pouvoir vendre les 40 ou les 50 KE de formation supplémentaires. Il y a également le sous-système du management. Et donc, dans un coaching d'équipe, on travaille sur le management, donc sur la posture et sur les pratiques managériales du manager et de la ligne managériale. Si vous travaillez avec un comité de direction, ils sont tous managers. Donc, quand vous travaillez sur le management du comité de direction, implicitement, vous travaillez sur le management de tous les managers de l'entreprise qui dépendent des managers qui sont dans ce cénacle. Voilà, donc il y a un effet de levier extrêmement puissant. Et voilà le sous-système presque complet, puisque cette équipe, elle n'est pas toute seule dans l'espace intersidéral, elle est en interaction elle-même avec d'autres systèmes. Il y a des systèmes clients, il y a des systèmes fournisseurs, il y a des systèmes prescripteurs, puis il y a d'autres équipes au sein de l'entreprise. Et il faut aussi adresser ce point, comment faire en sorte que les autres équipes, y compris les clients, deviennent nos supporters. Et les supporters, comme vous le savez, ça se manage. Les clubs de foot, par exemple, qui ont des supporters bien connus, sont censés manager leurs supporters. Quand ils ne les managent pas ou quand ils le managent mal, on a des problèmes d'incivilité. Et donc, pour terminer là-dessus, puisque là, on est au bout du temps, On a fini. imparti, on a mis au point avec Paul des dispositifs d'interface, c'est-à-dire où on apprend justement aux équipes à travailler proprement leurs interfaces avec les autres équipes. Et c'est là où on commence effectivement à avoir un impact qui est vraiment fort sur l'ensemble de l'organisation. On pourrait commencer à approcher le coaching d'organisation, sauf que là aussi, on va partir de la demande, qui nous est faite par une équipe. Si vous sentez par exemple que l'équipe achat se plaint toujours de l'équipe marketing, vous allez leur proposer de faire un coaching d'équipe en interface avec l'équipe marketing. Et là, on a des protocoles qu'on apprend qui permettent justement de fluidifier les interfaces, un peu comme on met de temps en temps de l'huile dans les rouages. Voilà. Alors, on avait plein d'autres choses à vous raconter, mais c'est un cycle de conférences. Donc, ce qu'on ne vous a pas dit aujourd'hui, on vous le racontera la prochaine fois si vous nous faites le plaisir et l'honneur de revenir.
La prochaine, on envisage de vous parler de comment réussir dans le coaching en entreprise. Ça reprendra évidemment un certain nombre de principes qui sont ceux lesquels on est attaché, mais on s'attachera en particulier à développer de nouveaux apports et de nouvelles perspectives parce qu'on aime ça et parce que aussi on veut vous donner à voir des choses différentes de nous à chaque fois. On cherche à la fois, en fait, très clairement, à se montrer attractif en tant qu'école de coach et aussi de créer de la valeur pour vous parce qu'on croit beaucoup à ce métier. On croit à ce métier de coach et c'est notre petite contribution au monde que de former des coachs compétents. Voilà. Donc c'est aussi désintéressé ce qu'on fait, même si ça ne l'est pas que. Et ben c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Rien. Allez-vous-en, rentrez chez vous maintenant, ça suffit. On a passé assez de temps ensemble. Parce que Non. lui, tout à l'heure, on a vu qu'il mangeait, mais moi, je n'ai pas encore mangé, donc je voudrais y aller. Bon, c'est un peu frustrant ce format où on ne vous entend pas. J'imagine que ça l'est encore plus pour vous. Mais nous, on déblatère là à deux. C'est sympa parce qu'on est deux. Mais voilà, on verra à trouver d'autres formats. Il y a donc le club auquel vous pouvez venir si vous souhaitez. On peut vous inviter à participer à une journée de notre club. Et puis quand vous y aurez goûté, vous verrez si vous voulez vous y inscrire. C'est payant. Mais ça donne l'occasion d'un échange beaucoup plus paritaire que là où on est seul à tenir le crachoir. Voilà les amis, bonne continuité, bonne continuation dans votre semaine, puisqu'elle ne fait que Et commencer. on vous laisse le temps de cliquer sur la prise de rendez-vous, non pas comme la dernière fois, Paul, de clac. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai, je parle d'un échange qui est un peu unilatéral. Il y a le moyen de rectifier les choses, c'est de nous appeler, de prendre rendez-vous et on parle. On parle de vos projets, on parle de ce qui vous motiverait à vous former, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et effectivement, il y aura un replay pour ceux qui n'ont pas pu entendre le son. Il y en a apparemment deux, trois, ou ceux qui sont arrivés en cours de route et qui ont dû partir plus tôt que prévu. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite une très belle après-midi, ensoleillé, j'espère. Et puis, ouais, bah, c'est sympa de lire vos commentaires. Alors, effectivement, il y aurait long à dire sur cette histoire de la différence entre les consultants Strat Orga et les coachs Orga. C'est un point qu'on aborde. Il y a souvent des consultants qui viennent se former à l'approche coaching chez nous et ça fait des beaux débats en général. Notamment Ouais. quand on parle de l'approche solution et de l'approche problème. Voilà. Donc, et les dates des prochains webinaires seront envoyées puisque vous êtes dans la liste des invités. Donc, vous recevrez, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en a un fin juin ou début juillet. Et puis ensuite, ça redémarrera en septembre. Bon, très bien, merci, merci les amis. Vous êtes sympathiques dans les commentaires que vous nous laissez, c'est agréable. N'hésitez pas à en laisser plus et à faire encore plus de compliments. Ça ne nous froisse pas, ça ne nous vexe pas. Bon, je vois qu'il y a 18 personnes qui ont pris rendez-vous avec nous. Vous avez bien raison. On se réjouit de pouvoir vous entendre. Comme vous l'avez vu, c'est là-haut le bouton rouge là, qui est sur votre écran. À chaque conférence, c'est là que ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas pris encore rendez-vous cette fois-ci, vous inquiétez pas, dans un mois, on en fait une autre. Vous prendrez rendez-vous le mois prochain. Voilà, allez. Pour le club, puisqu'il y a pas mal de gens qui posaient la question, vous allez sur le site Énergie, NRGY. C'est un peu bizarre comme écriture, mais voilà, tapez pas énergie comme la radio, vous trouverez tous les détails. Énergie-training.fr. Ouais, et on invite les gens à participer à une journée d'essai. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Je peux cliquer, Franck, sur fermer maintenant? Ouais, je crois que là, ouais. Ouais. Allez, salut. Alors, je n'ai pas cliqué là où il faut. Voilà, Voilà, ça